Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mars 2021. Bienvenue à tous pour notre point hebdomadaire complet sur les marchés boursiers. Sans plus attendre, lançons-nous. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. En d'autres termes, vous êtes responsable de vos trades. Comme d'habitude, donc, nous nous retrouvons pour les marchés en action tous les mardis. La vidéo est en début d'après-midi sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est celle de zonebourse.com. Vous tapez Zone Bourse dans Google et vous trouverez facilement cette chaîne pour vous y abonner. Je rappelle que tous les matins, vous pouvez retrouver le super morning meeting d'Anthony Bondin que je retweet souvent. Vous pouvez retrouver également Roxane Nojac dans sa revue de presse quotidienne en vidéo sur la chaîne YouTube de Zone Bourse ainsi que sur notre site internet. Au sommaire de ce jour, un focus marché sur les derniers grands mouvements, un retour sur les dernières actualités économiques et puis comme d'habitude un top flop macroéconomique pour mieux comprendre les rotations sectorielles, les flux, les banques centrales et ainsi faire le lien entre la macro et les marchés. Alors, dans le focus marché, les indices boursiers reprennent leur hausse à marche forcée après un secouage de cocotier à la fin du mois de février. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'au mois de février, on est monté, on a inscrit de nouveaux records historiques sur le DAX en Europe, sur les indices américains, des records en pagaille. Et puis sur les deux dernières séances du mois, ce que j'appelle secouage de cocotier, eh bien ce sont des prises de bénéfices appuyées sur le marché action, notamment dues aux tensions sur les taux d'intérêt. Et puis également une volonté peut-être des vendeurs d'essayer de prendre la main, de faire pression et de rendre la configuration graphique mensuelle un petit peu moins belle que ce qu'elle n'était. Vous avez pu voir que donc jeudi dernier, les indices américains se sont fait une frayeur. Vendredi dernier, le CAC a ouvert sur support. Je vous ai expliqué vendredi dernier, comme je le pouvais, que les indices américains étaient sur support, que le CAC l'était aussi et que ce que l'on nous racontait dans les médias sur les hausses de taux, il fallait le prendre avec des pincettes. On va en parler dans cette émission. Oui, le pétrole monte, certaines matières premières agricoles montent, le prix des conteneurs à transporter en Asie monte également. Tout ça engendre des anticipations d'hausse d'inflation, mais de l'inflation réelle, de la forte inflation, il n'y en a pas pour le moment. Quant aux taux, ils se tendent certes, mais ils ne sont même pas au niveau où ils étaient l'année passée. Du coup, comme je le disais la semaine dernière, jeudi sur Twitter, je marquais tiens donc, est-ce que les marchés ne seraient pas en train de nous demander un plan de relance de 1900 milliards et de mettre la pression sur Joe Biden? Et comme de par hasard, ce week-end, on apprend quoi? Eh bien que les discussions avancent bon train sur ce plan qui devrait être validé incessamment sous peu. Grâce à cette news, grâce aussi aux campagnes de vaccination, eh bien, les indices boursiers ont rebondi ce lundi. Le Nasdaq Composite a gagné 3%, le CAC 40 est au-dessus des 5800 points. C'est une ambiance un peu bizarre, avec des tensions sur les taux, des rotations sectorielles fortes, des indices qui sont hauts mais qui ne veulent pas lâcher. Je vous avouerai que c'est une ambiance qui me met pas forcément à l'aise. Mais comme je l'ai expliqué dans les dernières émissions, la tendance est haussière, les banques centrales sont en soutien, et un petit peu comme dans un jeu de chaises musicales, tant que la musique bat son plein, eh bien on continue de danser, tout en étant précis, tout en essayant de trouver des bons dossiers avec de bonnes entrées, et si on n'y arrive pas, autant lever un petit peu le pied. Le CAC 40 donc au-dessus des 5800 points, mais il est en haut de son canal haussier, donc avec un potentiel relativement faible. Attention à l'euphorie qui pourrait poindre lorsqu'on regarde les positions sur les CFD. Les CFD, c'est des produits à effet de levier très utilisés par les particuliers.
eh bien, les positions sur CFD sont passées nettes acheteuses. Ça veut dire que quand on fait la différence entre les acheteurs et les vendeurs, eh bien, on a une majorité de traders particuliers sur CFD qui sont désormais à l'achat sur le S&P 500. Ce n'était pas arrivé depuis février 2020, c'est-à-dire juste avant le Covid. Or, il faut savoir, pour ceux qui ne le comprennent pas, pourquoi des fois je donne ce chiffre, que sur les CFD, 90% des particuliers perdent. Donc, quand la majorité des particuliers passent à l'achat sur l'indice S&P 500 après 70% de hausse en 9 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, prudence. Les campagnes de vaccination avancent, je vous en ai parlé depuis les dernières semaines. Aux USA, ça avance très vite, près de 2 millions de personnes sont vaccinées tous les jours. En Europe, c'est beaucoup plus lent, c'est pour ça qu'on craint des reconfinements, des confinements temporaires. En tous les cas, les marchés, eux, ils sont déjà post-confinement. Ils achètent de l'automobile, des bancaires, des cycliques, comme si c'était terminé. Et c'est ce qui explique aussi peut-être la sous-performance des sociétés dites Covid, de toutes les sociétés qui font du matériel médical ou des masques ou des tests, parce que les opérateurs font autre chose. Les anticipations d'inflation ont engendré des tensions sur les taux, certes, mais il convient de prendre du recul sur la situation, ne pas trop anticiper. Il n'y a pas d'inflation réelle. Je vous rappelle qu'une inflation, c'est d'abord des prix qui augmentent, les prix de consommation, les prix des matières premières, et puis ensuite le dynamisme économique fait que les tensions inflationnistes vont pressuriser aussi les salaires et on va avoir une augmentation des salaires, etc. On en est très loin. On a juste une remontée des matières premières qui engendre une remontée des anticipations d'inflation. Et encore, vous verrez, graphiquement, ces dernières sont en train de retomber. Donc, faut pas oublier que le 10 ans américain, il était à 1,50 l'année dernière, il était même à 2,5 en 2019. La dette était plus faible, certes, mais elle était déjà énorme, donc la charge de la dette était déjà importante. Donc, à court terme, j'ai l'impression un peu d'une tempête dans un verre d'eau au sujet de l'inflation. Certes, il y a une reprise économique espérée et potentiellement en cours, mais de là à dire que les taux vont exploser, que les banques centrales vont devoir remonter les taux d'intérêt, que le quantitative easing et les taux bas c'est terminé, là-dessus vous pouvez vous asseoir, c'est pas demain la veille. D'ailleurs la BCE, excusez-moi, la BCE et la Fed sont prêtes à intervenir si les taux remontent vite. Et dès la semaine dernière, on a vu le 10 ans français remonter fortement. Et on a vu la BCE sortir du bois et Christine Lagarde dire qu'elle allait continuer de driver les taux. Les marchés sont hauts, le CAC est en haut de son canal, du coup les opportunités se tarissent. Il faut faire preuve de plus de doigté entre les secteurs haussiers qui se retournent, ceux qui rebondissent, c'est pas forcément évident. Sur les small caps, c'est pas évident non plus. Les dernières valeurs là à monter ces derniers jours, c'est du Ibrigenix ou du Abionyx. Enfin bref, c'est les dernières biotech du queue de peloton ultra spéculatives qui 2 fois par an prennent 50% et qui malheureusement à cette occasion piègent des traders débutants qui, appâtés par le gain, foncent dessus. Donc voilà, il y a un peu moins d'opportunités, il faut être un peu plus sélectif et peut-être définir des zones d'achat sur repli, comme on l'a fait par exemple sur NeoEN. On a attendu pendant plusieurs semaines que le titre chute de 65 à 60, à 50, à 47, et puis une fois arrivé sur notre zone d'achat, bah là on peut commencer à intervenir. Donc voilà, essayer de définir sur des dossiers de qualité des zones d'achat sur repli. Quand la zone d'achat, elle nous est donnée, comme sur NeoN, eh bien on en profite. Quand la zone d'achat s'éloigne, comme sur Total, eh bien on patiente. D'ailleurs, ça me fait une petite transition totale sur le pétrole. Le pétrole qui plafonne sous les 53 dollars. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je visais un retour du pétrole à 60 dollars en 2021. Et on est passé très rapidement de 45 à 63-64 dollars.
Pour moi, 63-64 dollars, c'est une grosse zone de résistance horizontale. En plus de ça, faut pas oublier que la dynamique sur 10 ans du pétrole, elle est baissière. Faut pas oublier que le pétrole a bien anticipé les reprises de la consommation, du transport, etc. Et que pour l'instant, tout cela ne se confirme pas encore. Donc voilà, je pense qu'on pourrait avoir une période de disette sur le pétrole, se calmer, retomber sous les 60 dollars, pourquoi pas, notamment puisque en fin de semaine, on a les discussions entre les pays producteurs, et je ne serais pas étonné qu'avec un baril au-dessus de 60 dollars, certains pays souhaitent augmenter un peu leur production pour faire entrer du cash dans les caisses. Donc je ne suis pas haussier pétrole court terme, donc je ne crains pas que l'inflation explose, donc je ne suis pas tant inquiet quand je vois les taux d'intérêt se tendre un petit peu. Concernant l'or, a continué de corriger sous les 1800 dollars. Parce que quand vous avez les taux d'intérêt réels qui augmentent, eh bien ça fait l'inverse sur l'or. Quand les taux réels augmentent, eh bien le rendement des obligations augmente. Il devient plus intéressant pour un investisseur de détenir une obligation avec un rendement que de détenir de l'or qui n'a pas de rendement. L'or avait profité en fait d'une période de taux négatifs. C'est pour ça qu'on était monté sur des plus hauts historiques au-dessus des 2000 dollars. Donc, tant que les taux d'intérêt sont soutenus haussiers, l'or sera pressurisé. Ce n'est que si justement le pétrole retombe, les anticipations d'inflation retombent et que les marchés peut-être même corrigent, qu'à ce moment-là, on peut avoir les taux qui se calment et l'or qui remonterait. Pas de signal pour l'instant, on patiente. Quant au Bitcoin, eh bien la semaine dernière, dès le début de la semaine dernière, j'ai prévenu qu'on avait fait un point haut potentiel, qu'on pouvait corriger. Dimanche, il y a 10 jours, j'écrivais sur Twitter que le cousin de ma grand-mère par alliance m'avait demandé s'il fallait acheter du Bitcoin. Dit autrement, il y a un engouement certain sur le Bitcoin à court terme. Trop de gens positifs après un trop gros flux de bonnes nouvelles. Donc il est légitime que le Bitcoin consolide, qu'on soit passé de 58 à 43, sachant qu'à 42 000, on a les anciens records qui datent d'il y a quelques semaines. Record qu'on a cassé quand on a appris que Tesla avait acheté 1,5 milliard de Bitcoin. Donc pour l'instant, consolidation du Bitcoin et pas de raison de se ruer. On va d'ailleurs passer sur la plateforme ProRealTime pour regarder ces différents actifs. Donc ça c'est le CAC 40, le CAC 40 qui a touché son haut de canal jeudi dernier, qui est revenu sur support et MM20 vendredi dernier, qui saluait les avancées sur le plan de relance hier, qui est toujours haussier aujourd'hui. Tant qu'on est au-dessus des 5700 points, c'est fortement haussier. Est-ce qu'on va réussir ou pas à sortir de ce canal par le haut? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Est-ce que le CAC 40 peut aller à 6000 points? Oui. Est-ce qu'il peut aussi échouer lamentablement sous 5850 et retomber à 5700? La réponse est oui aussi. On est dans une période de range depuis 2 semaines et demie. Tant qu'on est dans cette période de range, on est dans un marché porteur, un marché qui permet de faire du stock picking, un marché qui permet de profiter de valeurs en trend following et de se laisser porter. On peut regarder le pétrole le voici, il a été fortement haussier, il a atteint et dépassé mon objectif, il a fait un top ici sur 63-64 dollars, il consolide gentiment. Si les pays producteurs sont très favorables toujours à un maintien des quotas, on pourrait remonter vers 63, mais pour moi, si retour vers 62, 63, c'est des points de short. Je pense qu'on est sur une zone haute et je vise un retour du pétrole à 55-56 dollars. Le silver, le voici, il est toujours aussi à moyen terme. Il est toujours dans une période de neutralité et tout repli peut être mis à profit par les acheteurs de matières premières dans une optique d'investissement à moyen long terme. Pour ce qui est de l'or, on y est presque. On est approché des 1700 dollars, grosse zone. Comme je vous le dis, pour moi, le pétrole va retomber, les anticipations d'inflation vont retomber, donc les taux réels vont se calmer, donc l'or pourrait se reprendre. Je préfère quand même l'argent. Mais voilà, or et argent, pour ceux qui font de la méthode DCA, du moyen terme, de l'investissement régulier, faut pas oublier que l'or, là, en 6 mois, vient de passer de 2070 à 1700. Ça redevient intéressant. Le Bitcoin, le voici. Il est aussi à moyen long terme, ça, il n'y a pas de doute. On a eu une consolidation, on s'est arrêté sur les 43 000, juste au-dessus des anciens plus hauts de janvier 2011.
Et là, je verrais plutôt une stabilisation un certain temps. Sauf si news particulière qui nous fait éclater les 52 000, type Visa ou Mastercard qui nous dit qu'ils vont accepter le Bitcoin. Je pense qu'on va connaître une période de latéralisation avec peut-être un retour à 44-45 000 dollars. Je vous avouerai qu'hier soir, j'ai même shorté le Bitcoin à 49 500 dollars. Mais voilà, je trouvais que c'était aussi à moyen terme et que se mettre en face ne me plaisait pas. Donc plutôt que de shorter le Bitcoin, j'ai acheté du pétrole parce qu'il était pile poil à 59,50 cette nuit, pile poil sur MM20. Donc je l'ai acheté pour jouer une petite hausse. Vous allez me dire, mais Nicolas, tu es baissier pétrole, pourquoi achètes-tu? Eh bien en fait, j'étais vendeur à 62, je me suis racheté à 59,50 cette nuit sur support. J'envisage une tentative de remonter vers 61 pour sortir mon achat et repasser vendeur à ce moment-là pour viser ensuite mon objectif à 57 dollars. Donc voilà, on a vu que le CAC était haussier et porteur, on a vu que l'environnement était toujours haussier mais qu'il fallait être peut-être un peu plus sélectif. On a vu les différents actifs, on va repasser sur la présentation. On passe aux actualités économiques. Rapidement, en ce début de semaine, on a vu des PMI supérieurs aux attentes au Japon, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Donc la reprise tant attendue prend forme, ce qui justifie l'appétit pour le risque palpable sur les marchés. Aux USA, hier, on avait les ventes de logements neufs qui sont ressorties en hausse de 923 000 ventes alors que le consensus attendait à 853 000. On a des taux bas, on a une hausse de l'épargne, on a des gens qui courent après le papier puisque les prix montent. Et donc on a un marché immobilier toujours très actif aux États-Unis, ce qui est une bonne chose. Et puis vous noterez donc cette semaine la reprise des hostilités macro. En Europe, on a eu les PMI manufacturiers hier, on aura les PMI des services demain. Vendredi, on aura balance commerciale en France, commande aux usines en Allemagne, vente au détail en Italie. Aux États-Unis, PMI des services mercredi après-midi. NFP, c'est les non-farm payroll, c'est les chiffres mensuels du chômage. Vendredi à 14h30, ça va bouger. Et je vous rappelle que jeudi, les pays producteurs de pétrole vont statuer sur la production. On passe maintenant au top flop. Top flop. Alors à gauche, voici un graphique qui vous montre en blanc la rentabilité en quelque sorte, le rendement du fait de détenir du S&P 500 autour de 1,5%, alors que le 10 ans US, lui, vient de passer de 0,5 à 1,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient plus intéressant et plus sûr de détenir du 10 ans américain qui vous rémunère 1,50 que de détenir du S&P 500 qui va vous proposer la même chose, sauf qu'il est encore moins liquide. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux se sont tendus là à court terme et se tendent déjà depuis des mois. Et ça ne va pas forcément durer très fortement. Voilà. Donc, simplement comprenez le mécanisme. Les taux montent, la rentabilité des obligations augmente, donc le marché action devient moins attractif, donc les opérateurs arbitrent. Et c'est pour ça que quand vous lisez les médias, vous lisez les taux montent, donc le marché baisse. Voilà. Ici à droite, c'est un graphique de l'or et du 10 ans inversé. Donc vous avez l'or en blanc et les taux réels en jaune. C'est les taux inversés. Donc quand vous voyez que les taux réels baissent, ici en fait c'est qu'ils sont inversés, donc ils montent. Et qui dit taux qui monte dit que l'or baisse. Voilà. Et donc c'est tout ce mécanisme de les taux montent, donc les actions bougent, donc les opérateurs achètent des valeurs qui profiteraient de hausses de taux, notamment par exemple les financières, et ils délaissent l'or. Simplement pour moi ce phénomène ne va pas durer très 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 longtemps. Pourquoi? Eh bien parce que les anticipations d'inflation effectivement remontent depuis 9 mois. Et ces anticipations d'inflation se sont calmées récemment. Donc alors que les médias vous disent que l'inflation va exploser, nanana, non, les anticipations d'inflation ont explosé et elles se calment désormais. Donc il n'y a pas le feu à la chaumière. D'ailleurs, la rapidité de la hausse des taux, dont on parle aussi à court terme, n'est pas exceptionnelle. On a eu la même chose en 2013, 2015, 2016.
alors qu'on était dans des périodes de relance, de puissante hausse des marchés, on avait aussi une puissante reprise économique, donc des taux qui se tendaient, et c'est pas pour autant que la bourse baissait. Donc quand les gens vous disent les taux montent, donc les marchés baissent, c'est un raccourci et c'est inexact. D'ailleurs, vous avez ici le 10 ans US qui depuis 40 ans baisse, les marchés qui depuis 40 ans montent, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu des tensions sur les taux, on n'a pas forcément eu des tensions sur le marché action. Donc oui, parfois quand les taux montent, les actions en baissent, mais parfois non. Donc on ne va pas garder cette règle en tête. On peut regarder ici ce graphique à droite qui compare le marché haussier actuel, en place depuis 9 mois, avec les marchés haussiers les plus puissants, comme en 1982 et mars 2009. Donc, après des gros points bas de marché, les marchés à ces époques-là étaient repartis à pleine vitesse, et ils avaient gagné 60% dans un cas, 80% dans l'autre. Bon, là, on a gagné 75% en 9 mois, donc il y a un moment donné, ça va se calmer. Simplement, alors que certains envisagent 20% de hausse de plus, d'autres 20% de baisse, moi j'envisage un range. Je verrais bien de la neutralité en fait. Je verrais bien un range entre 5005 et 6000 sur le CAC pendant au moins 6 mois. De fait, on pourrait continuer de profiter de rotations sectorielles, de valeurs délaissées, de valeurs qui sortent de leur zone de neutralité. Ce serait pas forcément la fin du monde que les marchés arrêtent de monter, mais on aurait juste besoin d'un marché stable pour nous faire notre marché, faire du stock picking, du trend following, etc. Ici, c'est un graphique qui vous montre depuis 2 ans ce qui se passait sur les valeurs growth contre les valeurs value. Les opérateurs achetaient en 2019 puis post-Covid en 2020 des valeurs de croissance. Or, depuis 3-4 mois, il y a une rotation qui s'opère. On délaisse les valeurs de croissance et on achète des valeurs cycliques. Autre fait à prendre en considération, la saisonnalité du mois de mars. Mars n'est pas un mois porteur pour les actions américaines, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vendre toutes les actions et qu'il faut jouer la baisse. Ça veut juste dire qu'il faut rester sur nos gardes, comme l'ont indiqué d'autres indicateurs ou graphiques que je vous ai montrés précédemment. Concernant la Chine, on a vu hier lundi que le PMI manufacturier était tombé inférieur aux attentes. C'était le seul pays, la seule zone économique où il était inférieur aux attentes. Mais les anticipations sur le secteur des services sont excellentes. Donc ça compense. En Europe, on a un indice PMI manufacturier Markit qui est à 57 points. Il est au plus haut depuis 3 ans. Donc on est bien dans de la croissance, de la reprise économique. Et puis pour finir, flux et reflux. Ici, vous avez les flux entrants sur le marché action en données mensuelles. Donc vous voyez qu'on a toujours des flux absolument phénoménaux qui rentrent sur les actions, ce qui justifie la hausse en cours. Flux qui viennent des pros, des particuliers, des banques centrales. Et ici, c'est un flux qui est en devenir. C'est le cash mis de côté par les Allemands sur leur compte bancaire. Vous voyez que le cash augmente ces dernières années, mais qu'il a encore augmenté fortement après le Covid. C'est le cas en France, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne. Tous ces pays qui ont été confinés, les particuliers ont mis de l'argent de côté. Alors certes, certains parce qu'ils sont dans des situations budgétaires difficiles. Il y a des personnes qui souffrent, rappelons-le, de cette période de Covid, de disette. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont réussi à être payés au chômage ou à continuer d'avoir du travail, à ne pas dépenser, ne pas voyager, ne pas se faire plaisir, et du coup il y a de l'épargne de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont nous réouvrir les vannes en mai-juin, il va y avoir une consommation des dépenses de malades. Et c'est justement ça que les marchés anticipent. On est en février-mars, certes, mais ils anticipent à 4-6 mois. Les marchés, ils sont déjà cet été quand on va tous dépenser comme des fous, espérons-le. Voilà, on arrive à la partie analyse graphique. C'est donc l'heure de la pause café. Je vous propose, plutôt que de regarder un écran noir, de vous mettre, allez, au hasard, le graphique de Navia en fond. Je trouve que c'est un beau papier, un beau fond d'écran. Et puis je vais vous mettre aussi la liste des actions que nous allons voir dans cette deuxième partie d'émission, que je reprendrai dans un instant. D'abord, la pause café.
Alors, reprenons notre émission. Navia, je vais pas vous en parler plus aujourd'hui. Elle monte de 6-7%. Tout à l'heure, elle a fait une pointe à 3,50. Elle est sur une grosse zone de résistance. Mais ça, peu m'importe, puisqu'on en parle à moyen terme de Navia. Simplement, voilà, je me doute qu'elle pourrait faire une pause ici, sans news, sans rien. Simplement, voilà, Navia est haussière à moyen terme. C'est un dossier que j'apprécie. Je l'ai démontré par des messages Twitter, également par l'émission de la semaine passée. J'ai pas envie de passer 100 ans dessus. Je sais que vous êtes très nombreux dessus. Normalement, en théorie, maintenant, il y a quand même plus de gens qui gagnent dessus que ceux qui perdent. Et en fait, faut arrêter de la regarder. Faut arrêter de la regarder, qu'elle revienne à 3,30 ou qu'elle continue de monter à 3,70. On devrait apprendre cette semaine que le fonds 360, qui je le rappelle était un gros actionnaire de Navia et qui est passé ces dernières semaines de 30 à 20 à 10 à 5%, est en train de finir de vendre ses actions. Une fois qu'ils auront vendu, ce sera une pression baissière en moins sur le titre. Parallèlement à ça, on a Voleon, un fonds qui est vendeur sur le titre et qui a augmenté ses positions ces derniers temps. Et à mon avis, ils vont être un peu forcés de se racheter et donc d'accélérer la hausse. En plus de ça, il y a Kepler qui, vu les volumes de ces dernières semaines, aura tiré une bonne partie de la ligne de financement. Donc ça veut dire que Navia, qui était pressurisé par de nombreux aspects, ne l'est plus. En plus de ça, on voit des photos de Navia en France, des petites navettes qui tournent un peu partout. Est-ce qu'on va apprendre qu'un actionnaire historique est rentré, qu'un industriel est rentré? Est-ce que Bolloré, avec qui Navia est en train de développer un potentiel projet, va prendre des participations? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à moyen long terme, voilà, on vise un retour sur les plus hauts de 2020, les 4,50 €, et puis on vise, pour ceux qui veulent tenir 6 mois, 1 an dessus, la zone des 5,70, 6 € au cas où tout se passerait bien, au cas où il y a des nouveaux contrats, il y a un nouvel actionnaire, etc. Mais en tous les cas, pour l'instant, voilà, tout se passe pour le mieux. Tous ceux qui en ont acheté depuis 1 mois et demi sont en gain. Et puis voilà, des personnes me disent est-ce qu'il faut couper, est-ce qu'il faut en acheter? Je peux pas vous dire quoi faire, je pense en avoir déjà trop parlé. Et quand j'utilise la phrase le risque c'est de ne pas en avoir, c'est un peu ça. Je pense que ça peut monter à tout moment et très fortement. Du coup, le risque c'est bien de ne pas en avoir parce que quand elle part, on n'est pas dedans et on n'en profite pas. Mais ça, je pense que vous l'aurez constaté par vous-même. Allez, 3 listes, France International, Trend Following et GLB. Le son est toujours bon, c'est parfait, je continue. Donc, on va regarder action par action. Alors j'ai un peu l'impression, si vous voulez, suite aux dernières émissions, que parce que je publie ma liste le lundi, il y en a qui utilisent ma liste et qui se disent tiens donc pourquoi est-ce qu'il nous parle de tel ou tel titre, et parfois j'ai l'impression que certains se disent ah bah tiens je vais en acheter avant l'émission, avant qu'il en parle, parce que c'est vrai qu'elle est belle. AB Science par exemple, je l'ai remarqué hier, elle est en train de repasser les 16 €, elle a accéléré à 16,70, elle consolide ce jour. Donc là voilà, on a une dynamique haussière de fond, on a une oblique qui a été cassée. Et on a une zone d'achat hypothétique pour ceux qui veulent acheter cette zone de prix sur les 15,80, 16 € et anticiper le prochain démarrage haussier potentiel sur AB Science. Je vais essayer d'être rapide à chaque fois, de vous montrer en fait pourquoi j'ai sélectionné telle ou telle action dans l'émission. Air Liquide, j'en parlais vendredi sur Twitter et je disais voilà, c'est un couteau qui tombe, elle vient de perdre 10% rapidement en une dizaine de séances, on va voir si le couteau se plante. Et donc vendredi, on s'est planté à 125 et on a ouvert à 126 le lundi, 125,80 à peu près. Donc ça, je trouve ça beau. Et en fait, si vous voulez, encore une fois, moi mon but c'est pas de rentrer forcément au point bas sur une action. C'est de constater que le niveau tient bien, que le support tient bien. Donc je n'achète jamais, enfin ça dépend si on est vraiment dans une tendance neutre et posée sur support. Là on est en chute libre, donc je n'achète pas un support en chute libre. Mais si je vois des gros volumes comme jeudi, vendredi dernier, et que le lundi on ouvre en hausse et que le dossier tient, c'est à ce moment-là que je peux potentiellement en acheter en mettant un stop sous le support, donc sous les 123 €.
Air Liquide, gros dossier, solide, avec du rendement. On aimerait bien en avoir à 120 ou à 110, mais voilà, pour ceux en tous les cas qui tentent, c'est un support, il tient pour le moment, le stop est placé dessous. Alphen, c'est une valeur que j'adorais, que j'aime toujours, qui était extrêmement haussière, et alors qu'elle était fortement haussière et que les résultats allaient tomber, qu'elle était dans cette zone-là, je disais que pour moi, un prix d'entrée intéressant sur Alphen, c'était 65 euros. C'est un peu le jeu de la patience, comme sur Total, Neoen ou d'autres. Il aura fallu que Alphen publie ses résultats le 17 février dernier, qu'elle approche les 65 euros, puis qu'elle continue de baisser et qu'elle touche enfin les 65 euros le mardi dernier, mardi 23 février. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on est sur niveau clé, qu'on est sur support, qu'on voit une réaction et des volumes se faire, qu'on peut tenter un achat sur un niveau clé avec un stop placé sous la mèche. Donc un ordre d'achat à 65 avec un stop à 61 était ici tout à fait possible pour tenter de rentrer à l'achat sur une valeur haussière en trend following. Boiron, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils se sont mis à l'étude sur sur le CBD. Le CBD, c'est la deuxième molécule dans la weed que les gens fument. Vous avez deux molécules, le THC, tétrahydrocannabinol, et le CBD. En gros, il y a un truc qui défonce et il y a un truc qui calme. Donc en France, on a le droit de vendre du CBD parce qu'il n'y a pas de THC, pas de tétrahydrocannabinol, il y a du CBD dedans dans une limite de 0,2%. Et le CBD se démocratise à fond aux États-Unis, au Canada, etc., notamment pour les gens qui ont des cancers, des douleurs chroniques et tout ça. Boiron en Europe aujourd'hui, c'est une des rares valeurs qui pourrait désormais être étiquetée CBD, même si je pense que ça représentera une part faible de son activité, et même si de toute façon là ils en ont pour 1 ou 2 ans d'expérimentation. Mais je trouve ça intéressant de se dire que ce spécialiste de l'homéopathie, qui a un peu pâti des changements réglementaires, eh bien, se met au CBD et pourrait donc profiter de l'engouement autour de ce phénomène. Manitou, pourquoi je voulais vous parler de Manitou? Eh bien parce que hier, on a eu une news sur Manitou qui disait que la société avait été condamnée à payer une amende dans le cadre d'un contentieux en contrefaçon de brevet. Et en fait, si vous voulez, parfois, le fait qu'une affaire se termine, c'est un peu comme se retirer une épine du pied. Et donc, c'est un peu ce qui se passe là sur Manitou. Les problèmes se règlent, ça redonne de la visibilité aux opérateurs, donc ça fait monter le titre. Alors Manitou est aussi à moyen terme, mais il ne faut pas oublier que ça reste un titre accidenté quand on le regarde sur 2 ans et demi. On a une zone de fluctuation ici entre 25 et 29, et si on voulait en acheter, on serait quand même assez content d'un repli vers 26, plutôt que d'avoir à se forcer d'acheter au-dessus des 29, puisque quand même le timing importe. Ensuite, Novacite, vous êtes nombreux vraiment à me demander de vous parler de Novacite toutes les semaines, mais quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Novacite se stabilise, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, sur une zone clé, la zone des 8 euros, testée au préalable en novembre et en décembre dernier. On espère pour ceux qui sont à l'achat que cette zone de soutien va tenir. On espère ensuite que l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 3 semaines cassera. Vous voyez que ce matin on est passé rapidement de 8 à 8,45, on a testé l'oblique, pour l'instant ça ne passe pas, mais si on arrivait à passer en force les 8,55 puis la MM20 jours à 8,70, il y aurait peut-être un espoir à ce moment-là de revoir les 10 euros, sachant que pour moi c'est vraiment la cassure des 10 euros qui à moyen long terme pourrait relancer la dynamique. Même si on rebondit de 8 à 9,50, ça reste qu'une réaction sur un support de moyen terme dans une configuration qui est désormais quand même, il faut le dire, très neutre. Voilà. Elle a perdu de sa superbe. SES Imagotag. Grosse valeur trend following, super bien notée sur Zone Bourse. Vous regardez, en fait, cette valeur, elle était dans un range de 2017 à 2021, donc 4 ans de range, et elle est sortie violemment par le haut récemment.
Ne serions-nous donc pas dans le cadre d'un pullback? Un pullback, vous savez, un retour sur un niveau cassé, c'est très possible. Et si la valeur revenait entre 34, 50 et 36, eh bien ce serait un point d'entrée intéressant sur un dossier de qualité, de trend following moyen et long terme. Total, j'ai pas grand chose à vous dire. Si vous avez acheté du Total à 25, que vous faisiez partie il y a 6 mois de tous les acheteurs des 25 euros, vous sauriez, si vous êtes investisseur à moyen long terme et que vous voulez viser 42, 44, 45, je peux le concevoir. Si vous voulez garder vos totals, que le marché monte ou baisse parce que vous voulez toucher le dividende, je peux le concevoir. Si vous n'avez pas de total et que vous voulez en acheter plus bas, eh bien tout comme moi, vous espérez qu'on n'aille pas beaucoup plus haut que la zone des 39-40, que le CAC n'aille pas beaucoup plus haut, que le pétrole n'aille pas beaucoup plus haut, et puis qu'au final on revienne gentiment vers nos zones d'achat. Et puis si c'est pas le cas, ce sera comme ça, et puis on l'aura loupé, hein. Je peux pas être dans tous les mouvements, je peux pas anticiper les points hauts et les points bas de tous les actifs en permanence. Vivendi. Alors Vivendi, je voulais vous dire de surveiller un hypothétique test de la MM20 à 28,10, et j'ai fait une analyse sur Zone Bourse hier en ce sens. Vous savez que Vivendi veut se séparer de Universal Music Mobile qui pourrait lui rapporter plusieurs milliards. C'est vraiment une news extrêmement importante, raison pour laquelle Vivendi avait pris 20% le 15 février dernier. Et cette petite correction, en fait, c'est peut-être le moyen de prendre part au dossier en anticipation justement de cette session à venir et de plus de hausse à moyen terme à venir. Donc je ne sais pas si elle va redescendre. Mais voilà, vous pouvez vous mettre une alerte, pourquoi pas. La zone des 28, 28, 20 pourrait être intéressante en cas de trou d'air sur Vivendi pour tenter d'accrocher un gros titre du CAC pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Comme vous avez pu le constater, je fais des petites, des moyennes, des grosses, des valeurs Covid, pas Covid. Il y en a pour tout le monde. Whitby, c'était une valeur trend following magnifique avec une publication de résultats, une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Elle avait déçu les opérateurs. Elle a été pressurisée par des volumes baissiers assez importants ces dernières séances. Et là, on arrive sur zone. On a travaillé la zone, les 7 euros, la MM200. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose ici, sinon on risque d'aller faire un tour sur les 6,50 €. Les 6 €, 6,50 €, c'est la zone de prix qu'on a travaillé en octobre dernier. Donc vous voyez, c'est très simple, on est dans une stabilisation à plat. Soit c'est MM200 qui fait soutien, les cours sortent par le haut, on casse 7,60 et c'est le rebond. Soit au final, c'est la tendance baissière de court terme et la MM20 qui pressurise les cours, on casse les plus bas et on va se faire une frayeur en direction des 6, 6,50. En avoir une ligne ici pour la surveiller, je peux le concevoir. Mais pour ceux qui sont plus prudents, on attendra confirmation. On va passer aux valeurs internationales avec AB InBev. Donc là, typiquement, ce que je n'aime pas, un dossier qui était haussier dans une sorte de grand canal haussier depuis 9 mois et qui en sort par le bas avec des volumes super forts. Et surtout, un dossier qui est baissier long terme et donc qui ne fait que reprendre sa dynamique de fond. Un dossier qui parfois, il y a des beaux rebonds certes, mais une reprise baissière, rebond et reprise baissière. Donc ça m'intéresse pas, j'aime pas. Elle était haussière, elle était soutenue au-dessus de 52, il y a dû y avoir publication de résultats, ils sont vendus, on a cassé MM200, on a cassé un canal haussier. Ça, je passe. Ensuite, Amazon. Alors Amazon, est-ce qu'elle est dans un triangle qu'elle a cassé ou est-ce qu'en fait elle est dans une latéralisation posée sur MM200 auquel cas il faut l'acheter? Je vous avouerai que j'ai regardé les GAFA, je vais vous montrer Amazon, Facebook, Google et franchement ça me donne ni envie de payer ni envie de vendre. Je peux comprendre que la dynamique haussière soit présente, qu'on ait fait une réaction sur support, qu'on soit sur MM200 mais je vois pas le potentiel. Il y a une rotation qui est en train de s'effectuer depuis 2 semaines. Les opérateurs sortent des valeurs tech pour aller sur les small caps ou les valeurs cycliques.
Donc je préfère essayer de trouver les valeurs qui pourraient profiter du plan de relance aux États-Unis, des valeurs même parfois dans la construction, puisqu'il pourrait y avoir un plan d'infrastructure lancé par le gouvernement Biden, que de continuer d'acheter Amazon sur le fil du rasoir sur MM200. Voilà, je préférerais que ces gros titres technologiques nous fassent une vraie belle correction pour en avoir à bas prix, sinon je préfère passer mon tour. Apple, même chose. Je vous avais parlé d'un risque baissier à 135 dollars. Elle a perdu 10% derrière. Elle a réagi ces dernières séances comme le Nasdaq. Ici aussi, j'aurais aimé un peu plus bas. J'aurais aimé les 110, 115, la MM200. Et si je ne l'ai pas, je préfère m'abstenir. Better Bed à Amsterdam. Valeur trend following, où j'avais donné un exemple par le passé. 1, c'est la stabilisation. 2, la relance. 3, la cassure. 4, le nouveau plus haut annuel. Donc ça, c'était les différents signaux qu'on avait eu dans la hausse précédente. Là, c'est un petit peu la même chose. On refait le point 1, la stabilisation. Donc les prix se stabilisent après avoir corrigé. Et puis on attend la sortie de la zone. Si les cours sortent par le bas, on attend gentiment les 4,30 et l'oblique haussière de moyen long terme. Si les cours sortent par le haut, c'est que la dynamique haussière de moyen terme peut reprendre et qu'on suivra la valeur dans une optique de trend following. EDP Renovaveis à Lisbonne, on est proche des supports mais on n'y est pas encore. Alors ça c'est un message pour tout le secteur. Neo-EN, on a touché 46, on est remonté à 51, on peut revenir à 46, et mardi dernier je vous avais même dit qu'on pouvait faire 44. Donc qu'on s'entende bien, sur Twitter j'ai publié plusieurs messages. Mardi dernier je disais on va voir à 47 mais on n'achète pas les yeux fermés. Ensuite pendant l'émission je disais on peut voir 44, puis quand même je me suis dit 47 c'est un bon prix, si on les revoit pas ce serait dommage de leur avoir fait manquer MM200 après les avoir saoulés avec ça pendant des semaines. Donc j'ai proposé une stratégie en 2 temps. Un achat d'une demi-ligne pour investisseurs à 47. Et ensuite, si on descend à 44, on fera le renfort. Et si on recasse les 53, on refera un renfort. En gros, là, on se stabilise. Stabiliser, c'est rebondir, mais ça peut vouloir dire rechuter, etc. Et je dis pas que Neo-EN a fait son point bas à 47, elle peut très bien venir à 43, 44, je m'en fiche. C'est une zone d'intérêt. On parle ici d'investissement de moyen terme, pas de trading. Donc voilà, quand je vois Neo-EN, je me dis qu'il y a encore une petite marge baissière pour revenir sur les plus bas. Quand je vois Albioma, je me dis qu'il y a aussi une petite marge baissière. Là, je vous fais tout le secteur en gros. Quand je vois Voltalia, je me dis que ça tient, mais qu'on peut encore revenir tester les 22, 22,50. Quand je vois EDP, Renovaveis, je me dis que ce serait génial qu'on fasse la petite touchette baissière ici, sur MM200, sur les 17 euros. Belle zone travaillée par le passé. Et là, on peut acheter sur MM200 dans le sens de la dynamique haussière de moyen terme. Certains disent oui mais c'est un couteau qui tombe. Oui mais non, on parle d'investissement ici. À moyen long terme c'est une dynamique haussière extrêmement puissante. On est allé en fait sur les valeurs vertes trop vite et les marchés n'aimant pas les excès, on corrige les excès haussiers par des excès baissiers. Bref, on est retombé, on est redescendu. On est peut-être proche d'un point bas, mais sait-on jamais, on se laisse peut-être de la marge pour en avoir encore plus bas. Facebook, c'est comme sur Amazon, ça ne monte plus, ça veut pas baisser, c'est posé sur MM200, mais franchement, c'est plat depuis 6 mois, il y a vraiment autre chose à faire que ça. Fastned, si vous voulez comprendre pourquoi ce titre baisse, il faut aller sur Zone Bourse. La news, je l'ai publiée sur Twitter hier, elle est disponible sur Zone Bourse également. Le dossier fait une augmentation de capital avec une décote de 20%. On a eu un choc baissier, des volumes baissiers forts, on a eu un gap baissier à 75 qui a créé une sorte de résistance, ici 75-76, c'est le plus haut de vendredi dernier du choc baissier. Tant qu'on est là-dessous, c'est baissier, donc je ne suis pas pressé. Par contre, si le dossier revenait sur les 52-55, ça m'intéresserait.
Fastnet, je vous en ai parlé à 37, à 46, à 60 et elle est montée à 110. Donc j'espère et pense que nombreux d'entre vous ont fait des beaux gains. Lorsque elle était là-haut et qu'elle a commencé à plier avec volume, il y avait moyen de sortir. Il y avait des signaux qui avaient été donnés, il y avait de la cassure, il y avait une perte de dynamique qui permettait au trend follower de sortir comme il se doit. Donc moi ça m'intéressera mais plus bas, comme beaucoup de titres en fait. Google, ça m'intéresse pas. On dirait un island reversal. Un island reversal, c'est une zone dans laquelle on arrive par un gap haussier et dont on pourrait sortir par un gap baissier. Alors, loin de moi l'idée de dire que Google va tout lâcher, mais si on gap à la baisse sous les 2000 $, ce serait un signal baissier fort. En attendant, c'est neutre. Voilà, ça ne m'intéresse pas à court terme de jouer les valeurs technologiques alors qu'il y a une rotation sectorielle forte et que les opérateurs sortent un peu de ce secteur. Proximus Télécom en Belgique, je vous en ai parlé la semaine dernière sur Twitter. Je vous ai dit qu'on attendait les résultats vendredi. Les résultats ont été très mal accueillis, ça baisse, donc ça ne m'intéresse pas, donc je n'interviens pas. Fait numéro 1, on surveille le marché, on cherche des secteurs, on trouve les valeurs, on regarde si elles publient, on n'achète pas une valeur avant publication de résultats. C'est la règle. Et pour finir, Vivorion Amsterdam, qui est haussière à moyen terme, trend following, dont on avait parlé dans son petit range, dont on avait parlé à la cassure des 16, elle était allée très vite à 18. Elle avait bloqué sous son plus haut annuel en cours de clôture, ici. Et puis elle était retombée dans son range, et puis dans le range rebelote, on revient sur support, les acheteurs sont là, et ça rebondit. Donc voilà, c'est... Ceux qui ont acheté à 14,50 ou ceux qui ont acheté à 16 ont gagné soit 15, soit 20% très vite. Ensuite, voilà, parfois il faut savoir aussi sortir, encaisser des petits gains pour revenir plus bas. Parfois, il faut un petit peu faire du crabe, travailler sa position, on appelle ça. On achète, ça démarre, ça prend pas, on ressort, on y retourne plus bas, etc. Et puis pour finir cette émission, on regarde les valeurs trend following et GLB. Valeur trend following que j'adorais en 2020 à l'image de McPhee et NeoEN. C'est Carbios. Il y avait Median Technology aussi. Sauf que McPhee, elle a fait un excès en début d'année, depuis elle ne me plaît plus. Median, elle a explosé récemment, elle a fait sa target. Donc les valeurs trend following me plaisent un peu moins. Et Carbios, c'est la même chose. Elle a fait son excès ici mi-février, ça vend depuis. Je pense qu'il est trop tôt pour y aller. Je pense que la zone d'intérêt, elle est ici. Sur l'oblique haussière de moyen long terme, sur zone horizontale très travaillée, 40 €, j'achète Carbios. Du moins, je passe haussier. Puisque je ne détiens pas d'actions françaises, cela sous le sens. Carmat, biotech, medtech, spécialisé dans les cœurs artificiels, a annoncé vendredi une augmentation de capital à 28 €. Si vous êtes déjà actionnaire, vous allez pouvoir renforcer avec des actions à 28 €. J'avais défini un range entre 27 et 36. J'avais espéré un retour entre 28 et 30 pour pouvoir faire acheter Carmat sur repli pour viser la hausse à moyen long terme. Le lancement de cette augmentation de capital qui pressurise les cours nous donne donc l'opportunité de rentrer à l'achat sur ce dossier pour ceux que ça intéresse. Sellink. Si vous êtes intéressé par la valeur, vous tapez sur Zone Bourse Sellink et vous allez tomber sur une action en Suède. C'est une société qui est dans la Suède, qui est basée dans les soins de santé, qui est fournisseur de solutions de bio-impression avancée pour le secteur de la santé. Merci à Max qui fait un travail de recherche exemplaire et qui partage souvent des valeurs avec moi. Alors c'est tout petit, hein. C'est tout petit, il y a 100 000 € d'échangés, mais je voulais vous montrer cette valeur parce que on voit ici qu'elle cotait une fois par jour, puis la liquidité arrive, puis les volumes arrivent, puis elle se réveille, puis elle devient de plus en plus haussière, volatile et soutenue. Ça me fait penser à un titre français que d'ailleurs Max
encore le même, avait découvert. Vente unique qui baissait, qui était très peu haussière. Puis il y avait eu un regain d'intérêt, une hausse des prix, une augmentation de la volatilité, une augmentation des volumes et une tendance haussière qui s'est matérialisée ensuite. Donc voilà, pour ceux qui cherchent des actions autres, parfois, faut sortir des sentiers battus. Max me parlait de cette valeur-là dans la zone des 30, il a pris 30% en quelques jours. Je vous dis pas qu'il faut aller sur celle-là, mais je vous dis que voilà, parfois il faut sortir des sentiers battus. Parfois vous pouvez aller sur des petites valeurs dont moi je ne peux pas parler pour ne pas les faire décaler étant donné mon lectorat, mais il est intéressant d'aller sur des petits titres peu liquides si et seulement si ces derniers sont fortement haussiers et si et seulement si il y a des volumes. Pas forcément des gros volumes, mais des volumes plus importants que la normale. Dolphin, j'ai trouvé intéressant pour l'exemple. Exemple de petite valeur qui est montée fortement en décembre-janvier, qui est revenue pile poil sur une zone d'intérêt. Zone d'intérêt qui correspond à ses plus hauts d'avril et juillet dernier, excusez-moi. Et on est posé pile dessus. Et la zone d'intérêt, elle a été testée une fois, deux fois, trois fois. Donc, quand on s'intéresse à ce type de dossier, parce qu'on l'a creusé un minimum, Dolphin, pour vous mettre la puce à l'oreille, c'est développement dans l'éolien offshore. Donc, c'est assez tendance, dirons-nous. Elle est posée pile sur zone d'intérêt. Donc quand on connaît un dossier, qu'on veut faire du moyen terme et qu'on veut prendre position sur ce type de dossier, on va avoir tendance à essayer d'en acheter au plus près du support. Et ensuite on renforcera la position quand le titre confirmera qu'il est dans de bonnes dispositions, qu'il se retourne et qu'il casse des résistances. Guillemot, je vous en aurais bien parlé ce matin, mais elle a fait son move hier. Guillemot, je voulais vous en parler parce que c'était une des valeurs favorites des trend followers, de ceux qui font du suivi de tendance en 2020. Superbe parcours de 2 à 18 euros début 2021. Je voulais vous montrer que parfois on peut utiliser des obliques, mais mon oblique me donnait une zone d'intérêt autour de 10, 50, 11 euros et je trouvais ça bas. Du coup, je voulais vous montrer aussi les ratios de Fibonacci. Et quand on regardait les ratios de Fibonacci, qu'on prenait la dernière vague haussière, on retrouvait à peu près 50% de retracement sur cette zone des 13 euros. Donc je voulais vous parler de cette zone des 13 euros comme zone d'intérêt. Mais je pense que certains ont dû voir peut-être que j'allais en parler dans l'émission du jour et se sont dit « Ah, elle est pas mal, du coup elle a gagné 20% hier, donc il n'y a pas grand-chose à dire désormais. » Si ce n'est que on travaille souvent une zone deux fois et que, vu la baisse du jour, il ne serait pas étonnant qu'en fait elle latéralise un certain temps. Il ne serait pas étonnant donc qu'on revoie Guillemot revenir vers 11-12 euros. Et donc je vais vous dire ce que je voulais vous dire à la base, c'est que sur ce genre de titre haussier où on est allé peut-être un peu trop haut, un peu trop vite, on attend une forte correction derrière pour entrer à très bon prix. Ça me fait penser à NeoEN, qui est passé trop vite de 50 à 70, qui revient de 70 à 50. C'est un peu le même phénomène. Ensuite, LDLC, c'était pour vous montrer un exemple de comblement de gap. Alors là, c'est du LDLC, quoi. C'est tendance haussière. On a vu là-haut, mi-février, qu'elle avait du mal, qu'elle pouvait venir combler son gap. Il y avait un niveau horizontal à 52,2, il y avait un comblement de gap à 51,4. Elle s'est arrêtée sur le niveau horizontal à 52,2. Donc là, comment entrer sur ce genre de choses ? En laissant des ordres. Vous voyez qu'il y a un gap entre 51 et 53, vous laissez des ordres entre 51 et 53, vous laissez le titre baisser, puis le jour où il fait son trou d'air, alors que tout le monde s'est fait une frayeur vendredi dernier et que certains lâchaient leur LDLC à bon prix, et bien d'autres rentraient pile poil justement sur cette zone de prix. C'est un peu comme sur Esker où parfois vous avez des mèches basses, etc. Esker dont on avait vu la dernière fois qu'elle avait une zone de gap ici à 195-200. Donc certains peuvent laisser des ordres à 200 ou à 198 ou à 196. Comme ça, si gros trou d'air sur Esker et comblement de gap, ils rencontreront à ce moment-là sur le comblement de gap. Ensuite, OSE Immuno, ça c'est une valeur GLB. Sa GLB, elle est à 12,60. Je rappelle qu'une GLB, c'est la cassure des plus hauts historiques qui se confondent avec la zone d'introduction. Donc ici, OSE Immuno, la zone d'intro est là en mars 2015, le plus haut historique à 12,60 en août 2015. Donc 12,60 est un pivot majeur long terme qu'on a cassé récemment. Du coup, on est aussi au-dessus de 12,60.
Et en données journalières, on voit bien que le titre est soutenu. Ça veut pas monter, ça a bloqué à 15,50, mais ça veut pas descendre non plus. C'est un dossier à suivre, dossier français qui a bien avancé avec Valneva dans les vaccins, qui est soutenu, donc il y aura peut-être encore des choses à faire là-dessus. Ensuite, Sartorius, Tedim. Je conçois, comprends que vous vous y intéressiez, puisque titre génial qui ne fait que monter à long terme et qui, dès qu'il corrige et il revient sur un support, peut être intéressant. Je vous dirais simplement que, que de par la dynamique baissière de court terme, je pense qu'elle pourrait végéter un certain temps. Et je pense aussi que le secteur pharma n'est pas le secteur qui est le plus recherché actuellement. Et je préférerais me dire que je vais attendre une correction supplémentaire de 6-7% pour revenir ici vers 330 euros pour avoir un super prix que de me forcer à rentrer au cours actuel. Est-ce que j'ai envie de me forcer à rentrer au cours actuel parce que j'ai peur qu'elle explose? Non. Est-ce que je dois rentrer tout de suite? Non. Est-ce que je peux éventuellement attendre plus bas? Oui. Et si elle veut pas aller plus bas, bah c'est pas grave, j'en trouverai une autre. Ensuite, Twitter. Alors Twitter, je vous en parle à moyen long terme parce que je pense qu'il se passe quelque chose. Alors après, je vous le dis en toute sincérité, comme tout ce que je vous dis, je vous le dis en toute sincérité, et comme tout humain normalement constitué, et surtout comme toute analyse boursier, je peux me planter. Twitter s'est introduite en 2013-14 et elle a fait 75 $ à ce moment-là, puis ensuite elle a végété pendant des années. Ce qui se passe depuis l'année dernière, c'est que le taux de croissance de Twitter a explosé avec le Covid. Et là, Twitter veut lancer les super tweets. Ça veut dire que vous allez devoir payer pour accéder à certains contenus. Ça veut dire que Twitter va essayer d'avoir une partie de ces 300 ou 400 millions de personnes connectées en payant. Et ça veut dire que ça peut faire exploser le business model. Du coup, très intéressant, elle a fait un runaway gap, c'est-à-dire qu'elle a fait une publication ici le 10 février avec un gap haussier historique des volumes et qu'elle est parvenue tester ce gap. C'est ultra puissant. Elle est revenue tester cette zone le 23 février à 65. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 65-68, il y a des gros acheteurs sur Twitter. Et donc si vous voulez, moi ce qu'elle va faire dans les jours qui viennent m'importe peu. Ce que je sais, c'est que ici désormais, sous 70, il y a des gros acheteurs. Donc dans une optique d'investissement de moyen terme, j'aurai la volonté de profiter d'un éventuel trou d'air vers 70 pour jouer à moyen long terme toujours une hausse vers 90 voire 100 $. Parce que je pense d'une part que le business model de Twitter est en train d'évoluer et que la rentabilité pourrait exploser comme elle l'a fait chez des Facebook après quelques années. Et je pense même qu'un jour Twitter pourrait être acheté. Du coup, bah voilà, tout retour sur 70 m'intéresserait. Je vais me mettre une petite alerte, j'y ferai une analyse si elle y retourne. Et je pense qu'à moyen long terme, en cas d'achat à 70, on vise 100 $, ça fait pratiquement 50% de hausse potentielle. Et pour finir, Volintis, un graphique qui se passe de commentaires. Je voulais vous parler de ce titre qui était posé sur support, qui pouvait potentiellement tenter de changer sa dynamique et de casser son oblique de résistance. On a gapé à la hausse, on a des gros volumes, on a donc les prémices d'un retournement. Pour valider le retournement, il faut clôturer en dehors de cette zone de prix et surtout confirmer ce retournement par une cassure des 4,55. Souvenez-vous, on ne passe pas de baissier à haussier, on passe de baissier à neutre, de neutre à haussier. Donc là, on a des pré-signaux, des cassures en cours, des signaux potentiels. Et si on en a déjà, c'est bien. Si on n'en a pas, on attend la cassure des 4,55. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette émission. Je ne suis pas à l'aise, vous l'aurez compris, sur tous les dossiers, sur tous les secteurs. Je ne suis pas à l'aise avec des indices perchés, un CAC sous un haut de canal haussier. Mais je constate qu'il continue à y avoir des opportunités. Je suis baissier pétrole à court terme pour changer. Je serai bientôt haussier or et je suis toujours haussier argent à court, moyen et long terme. Bitcoin, j'en pense pas grand chose. Par contre, s'il revenait sous les 40 000 $, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et puis voilà.
Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. J'espère que vous apprenez des choses dans ces émissions. Si vous avez des retours à me faire, des critiques constructives, des idées, des projets, n'hésitez pas. Mon but, c'est de raccourcir la première partie d'émission, qui fait maintenant 20 minutes au lieu de parfois 30-45. Et mon but, c'est d'essayer de faire une émission d'1 heure. Donc vous voyez, là, j'ai fait première partie plus 35 valeurs, dont et puis pause café. Et on a fait 1 heure, 1 minute d'émission. Donc dites-moi si ça vous convient sur YouTube ou sur Twitter. Faites-moi des retours, puisque j'essaye continuellement d'améliorer cette émission en fonction de vos demandes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve sur Twitter et sur Zone Bourse. Et sinon, à mardi prochain pour les marchés en action.